On va continuer maintenant à évoquer ce code de bonne conduite pour les 6 candidats de l'opposition, quelques heures après le début de la campagne, et pour une victoire de l'opposition en vue de rendre effective l'alternance cette année. Les 6 candidats de l'opposition en lice se donnent donc un code de bonne conduite, un code décliné en 10 points. Je vais en lire quelques-uns. D'abord, premier point, mettre un terme à compter de ce jour à toutes nos querelles fratricides. Appeler nos partisans à cesser toutes les diatribes contre les uns et les autres dans les médias et sur les réseaux sociaux et adopter un langage qui favorise la coexistence de plusieurs candidatures de l'opposition démocratique. Appeler ensemble toute la population à aller voter pour le candidat de l'opposition de leur choix. Voter tout sauf Faure Gnassingbé. Organiser une campagne électorale qui va plus mobiliser les forces de l'opposition que de les démobiliser dans l'esprit du point 1. Éviter de s'attaquer ou de se dénigrer entre candidats de l'opposition. Inviter ouvertement les électeurs à préférer, à défaut de soi, un autre candidat de l'opposition. Et puis je redescends vers le point 7, par exemple, demander à nos membres de bureau de vote et à nos délégués dans chaque bureau de vote de se soutenir et à faire front commun dans chaque bureau de vote contre ceux de UNI, mettre en commun un dispositif de centralisation des résultats, etc. Vivien Thomy, quelque chose d'acceptable comme code de bonne conduite? Non, d'habituel, d'ordinaire. Ordinaire parce que... D'ordinaire? D'ordinaire. Vous savez, on se fixe les règles de cohabitation. Même pour la presse, nous avons l'habitude, à la veille de chaque élection, de faire un nouveau code de conduite, parce que vous devez vous entendre sur le minimum. Il y a 2 fondamentaux. Premièrement, nous allons à une élection à 2 tours. Il faudrait que, si vous vous réclamez de l'opposition, que vous puissiez vous saluer dès maintenant, pour qu'en cas de 2e tour, vous puissiez demander peut-être les voix de l'autre. Deuxième chose, il faut couvrir les milliers de bureaux de vote sur tout le territoire national. Or, il est constant que l'opposition, beaucoup de partis d'opposition n'arrivent pas individuellement à couvrir tout le territoire. Alors, la première entente, c'est que si je suis plus implanté dans la région des Savanes, il faudrait que le candidat Y sache qu'il peut compter sur mes éléments dans les bureaux de vote. Donc, c'est une façon de réduire les dépenses et aussi de remédier à ce déficit-là, parce qu'on a vu des bureaux de vote depuis 2007, surtout, où il n'y avait aucun représentant d'un parti d'opposition. Alors, cette année, je crois, avec cet agreement, ils vont déjà pallier à ce problème-là. L'opposition sera plus ou moins représentée dans presque tous les bureaux de vote, et aussi les règles de bonne entente, de bon voisinage, de cohabitation. Sauf que j'aurais voulu que d'autres partis qui ne participent pas aux élections et qui se réclament de l'opposition puissent aussi être impliqués dans ce code. On va revenir du moment sur cela. Quand je suis candidat, quoi que je suis de l'opposition, je ne peux pas appeler, je ne peux pas dire voter tout sauf Faure ou bien le président sortant. Je vais dire plutôt voter pour moi. Oui. D'accord. Marc Abouflan, l'idée même d'un code de bonne conduite, c'est vrai que le document qu'on a reçu n'est pas signé, mais moi j'avais déjà reçu l'information d'un candidat à cette élection sur ce même plateau qui disait qu'un code de bonne conduite était en gestation. Et donc l'idée même, ça montre qu'on a une opposition qui comprend que l'adversaire, c'est Faure Gnassingbé. Ils ont intérêt à comprendre que leur seul adversaire, parce que c'est à lui qu'il faut prendre le pouvoir, c'est lui qu'il faut combattre. Et quand vous vous référez aux derniers chiffres de toutes les élections, UNIR trottine en tête avec plus de 50%. Et même, rien n'est gagné d'avance dans une élection à 2 tours. Et ça aurait été mieux s'ils y étaient allés malgré tout en coalition. Mais choisir même de se mettre ensemble, vous savez, c'est quelque chose d'assez unique. Parce que on a vu beaucoup de coalitions, beaucoup de formations politiques de l'opposition, mais jamais il n'y a eu cette envie-là
de se mettre ensemble et de respecter des règles communes. Même au sein de la C14, on a vu comment très rapidement, quand il s'est agi des questions électorales, tout à l'heure la coalition s'est effritée, même quand ils étaient ensemble. Maintenant, quand vous prenez au coup par coup les différentes clauses de ce code de bonne conduite, vous sentez quand même qu'il y a plus un besoin de s'éviter des diatribes interposées. Parce que moi, je le disais il y a peu, on a compris, en tout cas avec l'émergence de la dynamique Monseigneur Kodjo, que les deux principales têtes de liste au sein de l'opposition se voyaient beaucoup plus comme des adversaires à abattre plutôt que des alliés potentiels à un éventuel deuxième tour. Et je pense que ce code de bonne conduite, en ce sens, est véritablement à saluer. Maintenant, Tommy évoquait une question qui, à mon avis, est pertinente et qui peut déjà donner des indices sur l'après 22 février. C'est la présence des délégués dans les bureaux de vote. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que c'est l'État qui finance la présence de ces délégués dans les bureaux de vote. Mais nous connaissons beaucoup de candidats qui n'auront pas des délégués dans les 10 000 et quelques bureaux de vote que va déployer la CENI. Comment, pour une élection où nous sommes 3 millions d'électeurs, un candidat potentiel qui ne trouve pas 10 000 délégués, 10 000 représentants, comment voulez-vous que cette personne-là, véritablement, puisse être déclarée, même avoir un 5, un 10% à la fin de cette session? Non, même pas ça. Comment cette personne peut vérifier les résultats, puisqu'il doit avoir un système qui puisse permettre que chaque candidat puisse avoir aussi ses résultats. Nous avons un code électoral qui interdit la centralisation par d'autres personnes, d'autres institutions, à part l'institution électorale. Non, ce n'est pas ça. Chaque candidat à l'élection présidentielle peut avoir leur QG, peut avoir un procès verbal. Les résultats. Oui, non, il ne peut pas proclamer. Ils doivent avoir les procès verbaux. Les procès verbaux, que ça part. Mais le code électoral interdit la centralisation. Bon, il faut vérifier le code électoral. Maintenant, on vient de vérifier. Je voudrais que ça tourne très vite. Ce que je veux relever aussi, c'est que cette mise ensemble des forces-là peut être bénéfique si tant est qu'on s'entend, parce qu'il peut y avoir un code de bonne conduite entre 6 leaders, c'est facile, mais un code de bonne conduite entre 1000, 2000 sympathisants qui doivent se déployer sur le terrain, qui respectent le code de bonne conduite. Je pense que c'est véritablement là le défi. Alors, quand l'aspect qui dit qu'il faut éviter, Germain Pouli, les diatribes, les querelles fratricides, c'est comme si ça va être très difficile à faire, parce que vous avez entendu la réponse que Jean-Pierre Fabre a donnée à la question qui lui était posée sur l'appartenance d'Agbéomer à l'opposition. C'était une sorte d'attaque déjà. Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire. Bon, moi, quand j'ai lu ce code de bonne conduite, je pense qu'il a été écrit par une personne externe qui n'est même pas de l'opposition, qui leur dit vous êtes en train d'aller dans un mur tout droit parce que vous laissez les questions essentielles et vous vous entre-déchirez. Ce n'est pas un document qui vient des candidats eux-mêmes. Si c'est le cas, ça me dit que mais cela a été adopté, hein? J'arrive, ce pas boulot, les candidats. à quelle occasion? Bon, on n'en sait rien. Voilà, l'annonce était déjà faite quand même. Il y aura un code de bonne conduite. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, Jean-Pierre Fabre disait qu'Agbéomer n'est pas un opposant. Et si ce code était en préparation il y a plus de 2 jours, ça m'étonnerait que Fabre le dise, parce qu'il est en contradiction avec ce code. Donc pour moi, c'est un code qui vient d'une personnalité externe ou d'un groupe externe qui dit... Nous allons vérifier. Là. Oui, mais non, moi je prends les actes. Qui les a rassemblés, on connaît déjà une personne externe qui les a rassemblés et qui les a amenés à l'identité. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que si c'est eux qui se disent on veut faire l'alternance, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mutualiser nos forces? C'est pas au moment de la campagne qu'on va mutualiser les forces. On organise tout ça des mois avant. Maintenant, ils disent il faut éviter des diatribes pour qu'on accepte la possibilité d'une candidature multiple dans l'opposition. Mais ça, ce n'est pas à débattre. Après, du moment où les gens ont combattu pour avoir le 2 tours, c'est que chacun est libre d'aller. Sauf qu'il y a eu un candidat qui a voulu être plus malin, qui, à travers la dynamique Kodjo, a voulu se faire passer comme le candidat unique de l'opposition. En fait, c'est ça qui a amené des problèmes au sein de l'opposition. À partir du moment où on présente un candidat comme c'est Dieu qui l'a choisi
contre toutes les lois de la politique, parce que sachant bien que ce type n'a pas une base électorale, mais on dit que c'est Dieu, c'est lui qui peut faire l'alternance. Il est présentement député à l'Assemblée nationale. Hein? Non, attends. Il a quand même même celui qui... si la base n'est pas forte, c'est quand même une base. Des gens disent après cette élection qu'il était un député nommé. Même quand bon, c'est pas celui seul. Je peux poursuivre rapidement. Même celui qui l'a choisi et aller dire par exemple à Jean-Pierre Fabre qu'il sait qu'il est le plus populaire, qu'il a le parti, mais que Dieu lui a dit de choisir l'autre. Donc, et que quand cet autre-là que Dieu aurait choisi, maintenant sachant bien, il passe toujours le message. Jusqu'à hier, il disait devenir le candidat unique de l'opposition dans sa campagne aujourd'hui. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas dans l'esprit de ce code de bonne conduite. Moi, je pense que c'est un code qui a été fait par des gens qui n'ont rien à voir avec ces leaders-là, qui leur dit, ben voilà, vous laissez l'essentiel de côté, vous allez vous faire écraser, vous n'avez même pas les moyens pour faire des choses ensemble, vous êtes là, vous chamaillez, vous avez laissé l'adversaire de côté, et donc c'est ce qu'on voit. Et il n'y a aucune volonté. S'il y avait cette volonté-là, ce n'est pas au moment de la campagne. Et puis, Marc le disait, toutes les fois qu'il y a eu un groupement qui a duré un peu, c'est au sein de la C14. Mais quand il a fallu aller aux élections, on sait comment c'est parti. Donc nous avons l'opposition depuis les années 90, sauf en 2005, autour de Bob Akitani, qui a eu une certaine dynamique unitaire. Il n'y en a jamais eu depuis là. Et même là, quand il y avait cette dynamique, vous allez voir que les gens n'ont pas mouillé le maillot. Maintenant, ce code... Il y avait eu le phare, il y avait eu le code 1, mais ça, c'était pas pour aller aux élections. C'était pas pour aller aux élections. D'accord. Donc maintenant, on espère, que si, mais je pense que c'est du bout des lèvres, parce que quand on écoute les candidats, ils ne sont pas dans cette logique. Vivien, c'est comme le dit Germain, c'est comme si c'est des professions de foi, de bout des lèvres, simplement. Vous savez, un code, pour l'élaborer, ce n'est pas toujours les signataires ou les principaux concernés qui l'élaborent. Il y a une personne externe qui peut être appelée à faire des propositions, mais le code devient véritablement un test engageant tout le monde quand vous vous entendez là-dessus et que chacun est d'accord. Donc sinon, il n'y a pas de code. On ne peut pas appeler votre nom pour dire vous êtes partant pour ce code-là si vous n'y avez pas adhéré. Maintenant, à quel moment juste l'adhésion a été faite à ce code, là c'est difficile à déterminer puisque... En tout cas, d'après les informations que moi j'ai eues, lors de la première réunion au niveau de Zeus à Javon, l'idée du code a été émise. Oui. Tout le monde n'était pas là. Le n'était pas là, Dr Kouessan n'y était pas, mais il y avait une partie des candidats qui était occupé. Oui, il y a une partie des candidats de l'opposition qui y étaient. Alors aujourd'hui, en fait, si on raisonne comme on devrait le faire, c'est que les candidats sont, pour la plupart, tous presque des candidats des partis politiques. Étant donné que c'est des formations politiques, pas besoin que ce soit le numéro 1 qui participe à toutes les réunions. On peut déléguer quelqu'un. Si le parti est d'accord par rapport à sa vision politique, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que ce code sera respecté ? Plus ou moins, il vaut mieux avoir un code. Ce n'est pas sûr, parce que déjà, il suffit de regarder, puisqu'ils ont cité ces réseaux sociaux. Donc, ils demandent à leurs militants et tout d'éviter de s'attaquer. Mais même aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai vu la manière dont on essayait de dénigrer l'un ou l'autre de ces candidats. Et c'est, je ne vais pas dire de bonne guerre, mais c'est la pratique, malheureusement. Vous savez, c'est cela que je salue encore. Ce discours de Niantoubou, de M. Fonia Singbe. Il est temps qu'on comprenne que nous sommes en campagne électorale, mais on n'est pas là pour s'attaquer ou pour s'affronter. Parce que ce mot-là est utilisé par certains. On s'affronte. Non, on ne s'affronte pas. Juste, on affronte peut-être les idées. Mais voilà, est-ce que ce code sera respecté? Il y a des parties de ce code qui seront respectées. Ensuite, ils ont décidé d'avoir quand même un papier pour qu'au deuxième tour, qu'on puisse faire sortir ce papier maintenant. Si c'est toi qui as plus de chances d'affronter le parti au pouvoir, pour dire, écoutez, justement, vous aviez convenu que vous allez mettre vous avec moi. Au point 9, il dit convenir de soutenir tous ensemble le meilleur d'entre nous qui sortira au premier tour. Mais la faiblesse de ce document, est-ce que ce n'est pas justement le fait qu'il ne soit pas signé? En tout cas, on n'a pas je ne sais pas s'il y a une version signée, mais celui qu'on a, il n'est pas signé des 6. Oui, au-delà du
fait que ce document ne soit pas signé, le document Non, ne serait pas signé parce que le document peut ne serait être pas signé directement par les candidats. Laisse-moi terminer, s'il te Oui. plaît. Ce document peut ne pas être signé, mais s'il y a une bonne volonté des candidats et de leurs représentants d'aller dans le sens de ce qui est dit dans ce code de bonne conduite, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de la signature avant que ce document ne fasse acte. Maintenant, comme soulignait tout à l'heure Germain, est-ce qu'il y a une volonté des différents représentants d'aller à une mise ensemble, aller à ce code de conduite? Et là encore, je pense comme Germain, on leur a peut-être proposé, certains ont répondu oui du bout des lèvres, sans porter le code dans leur cœur, parce qu'il suffit de voir la différence. Mais justement, on n'est pas dans leur cœur. Rappelez-vous, hein, même au sortir de cette réunion avec Zeus à Javon, certains ont distillé dans les médias qu'il s'agissait d'une nouvelle dynamique pour contrer la dynamique de Monseigneur Kwadwo. C'est-à-dire que déjà à la base des informations... Non, ça ce n'est que les discours autour de l'acte. Les discours autour, mais des discours confortés par des représentants et des deux partis. Et même des candidats. Et même des candidats. Maintenant, au-delà du fait qu'il y a... Vous savez, ce qu'il y a dans ce code de bonne conduite, c'est l'idéal que tous les citoyens, que ce soit partisans d'UNI ou de l'opposition, auraient souhaité voir de l'opposition. C'est ça qui est responsable. Mais moi, je m'interroge encore, parce que quand vous prenez les différents profils, même sur la personnalité d'Agbeomi, moi, je doute fort. Si jamais on va à un deuxième tour, est-ce que quelqu'un comme Agbeomi est prêt à soutenir Fabre? Je parierais tout que Agbeomi préférerait celui que vous savez. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas faire des procès d'intention. Je ne fais pas de procès d'intention. Je fais des analyses. On est sur un grand média. Moi, même à ce qui concerne l'attaque entre Fabre et Agbeomi, il y a eu, certes, il y aurait eu cette attaque entre les deux, mais il y a eu aussi un autre fait. Il y a eu c'est que M. Agbeomi Kwadwo est venu à la conférence de presse de M. Jean-Pierre Fabre et il n'a pas été chassé de la salle. Il a même pris la parole pour parler. Donc, quand même, il y a un petit respect qu'on s'accorde. Peut-être que le code vient renforcer effectivement ces relations. C'est à ce respect-là que Fort Gnassingbé a appelé les candidats. Mais on va continuer le courage de dire tout quand de même. Suite, le temps d'aller à la courte pause et on revient juste après.